Chapitre 5. La façade de briques était juste à l'alignement de la rue, ou de la route plutôt. Derrière la porte se trouvait accroché un manteau à petits collets, une bride, une casquette de cuir noir et, dans un coin à terre, une paire de houssons encore couverts de boue sèche. À droite était la salle, c'est-à-dire l'appartement où l'on mangeait et où l'on se tenait. Un papier jaune serein, relevé dans le haut par une guirlande de fleurs pâles, tremblait tout entier sur sa toile mal tendue. Des rideaux de calicot blanc, bordés d'un galon rouge, s'entrecroisaient le long des fenêtres, et sur les trois chambranles de la cheminée resplendissait une pendule à tête d'Hippocrate, entre deux flambeaux d'argent plaqués sous des globes de forme ovale. De l'autre côté du corridor était le cabinet de Charles, petite pièce de 6 pas, de large environ, avec une table, 3 chaises et un fauteuil de bureau. Les tomes de dictionnaire de sciences médicales non coupés, mais dont la brochure avait souffert dans toutes les ventes successives par où ils avaient passé, garnissaient presque à eux seuls les 6 rayons d'une bibliothèque en bois de sapin. L'odeur des roux pénétrait à travers la muraille, pendant les consultations, de même que l'on entendait de la cuisine. Les malades toussaient dans le cabinet et débitaient toute leur histoire. Venait ensuite, s'ouvrant immédiatement sur la cour, où se trouvait l'écurie, une grande pièce délabrée, qui avait un four, et qui servait maintenant de bûcher, de cellier, de garde-magasin, pleine de vieilles ferrailles, de tonneaux vides, d'instruments de culture, hors de service avec quantité d'autres choses poussiéreuses dont il était impossible de deviner l'usage. Le jardin, le plus long que large, allait entre 2 murs de bauge, couverts d'abricots en espalier jusqu'à une haie d'épines qui le séparait des champs. Il y avait au milieu un cadran solaire en ardoise. Sur un piédestal de maçonnerie, 4 plates-bandes garnies d'églantiers maigres entouraient systématiquement le carré plus utile des végétations sérieuses. Tout au fond, sous les sapinettes, un curé de plâtre lisait son bréviaire. Emma monta dans les chambres. La première n'était point meublée, mais la seconde, qui était la chambre conjugale, avait un lit d'acajou dans une alcôve à draperie rouge. Une boîte en coquillage décorait la commode, et sur le secrétaire près de la fenêtre, il y avait dans une carafe un bouquet de fleurs d'oranger noué par des rubans de satin blanc. C'était un bouquet de mariée, le bouquet de l'autre. Elle le regarda. Charles s'en aperçut, il le prit et l'alla porter au grenier, tandis qu'assise dans un fauteuil, on disposait ses affaires autour d'elle. Emma songeait à son bouquet de mariage, qui était emballé dans un carton, et se demandait en rêvant à ce qu'on en ferait si par hasard elle venait à mourir. Elle s'occupa les premiers jours à méditer des changements dans sa maison. Elle retira les globes des flambeaux, fit coller des papiers neufs, repeindre l'escalier et faire des bancs dans le jardin. Tout autour du cadran solaire, elle demanda même comment s'y prendre pour avoir un bassin à jet d'eau avec des poissons. Enfin, son mari, sachant qu'elle aimait se promener en voiture, trouva un boc d'occasion qui, ayant une fois des lanternes neuves et des garde-crottes en cuir piqué, ressembla presque à un tilbury. Il était donc heureux, il s'en soucie de rien au monde. Un repas en tête-à-tête, une promenade le soir sur la grande route, un geste de sa main sur ses bandeaux, la vue de son chapeau de paille accroché à l'espagnolette d'une fenêtre, et bien d'autres choses encore où Charles n'avait jamais soupçonné de plaisir, composait maintenant la continuité de son bonheur. Au lit, le matin, et côte à côte sur l'oreiller, il regardait la lumière du soleil passer parmi le duvet de ses joues blondes qui couvrait à demi les palettes escalopées de son bonnet. Vu de si près, ses yeux lui paraissaient agrandis, surtout quand elle ouvrait plusieurs fois de suite ses paupières en s'éveillant. Noirs à l'ombre et bleus foncés au grand jour, ils avaient comme des couches de couleurs successives, et qui, plus épaisses dans le fond, allaient en s'éclaircissant vers la surface de l'émail. Son œil à lui se perdait dans ses profondeurs. Il s'y voyait un petit jusqu'aux épaules avec le foulard qui le coiffait et le haut de sa chemise entr'ouvert. Il se levait. Elle se mettait à la fenêtre pour le voir partir, et elle restait accoudée sur le bord entre 2 pots de géranium vêtus de son peignoir qui était lâche autour d'elle.
Charles, dans la rue, bouclait ses éperons sur la borne, et elle continuait à lui parler d'en haut, tout en arrachant avec sa bouche quelques bribes de fleurs ou de verdure qu'elle soufflait vers lui, qui voltigeait, se soutenant, faisant dans l'air les demi-cercles comme un oiseau allait avant de tomber, s'accrocher au grain mal peigné de la vieille jument blanche immobile à la porte. Charles à cheval lui envoyait un baiser. Elle répondait par un signe. Elle refermait la fenêtre et il partait. Et alors sur la grande route qui étendait sans s'en finir son long ruban de poussière par les chemins creux où les arbres se courbaient en berceau, dans les sentiers dont les blés lui montaient jusqu'aux genoux avec le soleil sur ses épaules à l'air du matin à ses narines, le cœur plein des félicités de la nuit, l'esprit tranquille, la chair contente, et s'en allait ruminant son bonheur, comme ceux qui mâchent encore après dîner le goût des truffes qu'ils digèrent. Jusqu'à présent, qu'avait-il eu de bon dans l'existence? Était-ce son temps de collège, où il restait enfermé entre ses murs, seul au milieu de ses camarades plus riches ou plus forts que lui dans leur classe, qui faisait rire par son accent, qui se moquait de ses habits et dont les mères venaient au parloir avec des pâtisseries dans leurs manchons? Était-ce plus tard, lorsqu'il étudiait la médecine et n'avait jamais la bourse assez ronde pour payer la contredanse à quelque petite ouvrière qui fut devenue sa maîtresse? Ensuite, il avait vécu pendant 14 mois avec la veuve dont les pieds dans le lit étaient froids comme les glaçons. Mais à présent il possédait pour la vie cette jolie femme qu'il adorait. L'univers pour lui n'excédait pas le tour soyeux de son jupon, et il se rapprochait de ne pas l'aimer, il avait envie de la revoir. Il s'en revenait vite, montait l'escalier, le cœur battant. Emma, dans sa chambre, était à faire sa toilette. Il arrivait à pas muet, il la baisait dans le dos, elle poussait un cri. Il ne pouvait se retenir de toucher continuellement à son peigne, à ses bagues, à son fichu. Quelquefois il lui donnait sur les joues de gros baisers à pleine bouche, ou c'étaient de petits baisers à la file tout le long de son bras nu, depuis le bout des doigts jusqu'à l'épaule, et elle le repoussait, à demi souriante et ennuyée comme on fait à un enfant qui se pend après vous. Avant qu'elle se mariât, elle avait cru avoir de l'amour, mais le bonheur qui aurait dû résulter à cet amour n'était pas venu. Il fallait qu'elle se fût trompée, songea-t-elle. Et Emma cherchait à savoir ce que l'on entendait au juste dans la vie par les mots de félicité, de passion et d'ivresse qui lui avaient paru si beaux dans les livres. À suivre.